Bonjour Geoffroy Didier. On commence avec cet accord historique signé hier entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. La livraison de 100 Rafales français, c'est un contrat de 15 à 20 milliards d'euros. C'est l'Union européenne qui pourrait payer, notamment avec les avoirs russes gelés. Sauf que, visiblement, les Européens ne sont pas tous d'accord pour ce déblocage de ces fonds. Est-ce que ce contrat pourrait faire pchit ? D'abord, ce n'est qu'une déclaration d'intention, c'est-à-dire c'est l'expression d'une volonté politique de la part de la France et de la part de l'Ukraine. Ensuite, je crois que nous devons aider l'Ukraine. L'Union européenne doit continuer à aider l'Ukraine parce que sinon elle est en danger. Parce que la volonté de Vladimir Poutine, c'est de créer une grande Russie, ce qui peut aller bien au-delà des frontières même de l'Ukraine, qu'il a commencé à envahir, mais aussi la Moldavie, la Finlande, la Pologne. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Même si évidemment nous voudrions que la guerre s'achève au plus vite, même si évidemment nous devons aussi négocier avec Vladimir Poutine, nous n'avons pas d'autre choix que de nous inscrire dans une temporalité plus grande en permettant à l'Ukraine, au lendemain de ce que j'appelle et de ce que j'espère être des négociations, de pouvoir créer sa propre défense pour l'avenir. C'est évidemment l'état d'esprit de ces 100 Rafales. Les Européens ont déjà adopté 19 trains de mesures et pourtant la Russie est toujours debout et même elle grignote du territoire ukrainien. Est-ce qu'il faut un 20e paquet de mesures et est-ce que c'est efficace ? Efficace, je ne le sais pas, mais pour m'être rendu 2 fois en Ukraine depuis le début du conflit, comme président délégué d'une région, la plus grande région d'Europe qui aide l'Ukraine et qui recevra d'ailleurs demain les présidents des régions de Kiev et de Tcherniv, c'est-à-dire à la frontière nord de l'Ukraine, je crois que nous devons aider ce peuple digne, debout, qui est sûr de sa victoire parce qu'il est sûr de sa légitimité. Mais bien sûr, nous le voyons sur le terrain, sur le front, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Est-ce que cela signifie que nous devons abandonner l'Ukraine ? Je ne le crois pas. En revanche, oui, Alix Bouillaguet, nous devons faire en sorte que cette guerre s'achève au plus vite, qu'il y ait des négociations, mais pour cela, il faut être deux. Et Vladimir Poutine, pour l'instant, a joué avec tous ses interlocuteurs potentiels, y compris Donald Trump. Donc, en attendant, nous n'avons pas d'autre choix aussi que de montrer les muscles et que de garantir à l'Ukraine une sécurité durable, c'est-à-dire celle qui débutera au lendemain de la guerre. Président Zelensky est aussi fragilisé par un scandale de corruption, 2 ministres limogés, un de ses proches qui est en fuite après des accusations de pots de vin dans le secteur énergétique. Est-ce que Volodymyr Zelensky reste un interlocuteur fiable ? Je le crois, c'est celui qui a été choisi par le peuple ukrainien. Et bien sûr que nous le savons, il y a un véritable défi de lutte contre la corruption en Ukraine qui existait avant la guerre, qui ne s'est pas achevé avec le conflit armé. Et si un jour l'Ukraine voulait devenir membre de l'Union européenne, il y aurait beaucoup de conditions à remplir. Et on sait qu'aujourd'hui, elle ne les remplit pas du fait de cette corruption. Donc restons concentrés sur notre intention d'aider l'Ukraine, restons concentrés sur la volonté de négociation et bien sûr, restons aussi concentrés sur cet objectif de mettre à mal la corruption dans le pays. Alors restons aussi concentrés sur le budget qui poursuit à son rythme son chemin parlementaire. Certains textes votés par les députés n'auront jamais d'application, nous explique Sébastien Lecornu. Il a d'ailleurs saisi le Conseil d'État. Est-ce que c'est une manière de déminer les choses ou est-ce que c'est un mépris parlementaire comme le dénoncent certains de ses opposants ? Écoutez, il faut un budget à la France, mais ce budget ou ce début de discussion budgétaire est devenu un feu d'artifice fiscal insupportable pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous dites que les députés votent n'importe quoi en ce moment ? N'importe quoi. Mais on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on est dans un maquis budgétaire où on ne sait plus exactement quel est le mauvais épisode du jour. Mais en réalité, entre l'impôt universel, le retour de l'impôt sur la fortune, la hausse de la CSG, la volonté de fiscaliser tout, les pourboires, les pensions alimentaires, c'est insupportable. On nous avait promis le compromis, on a eu l'hystérie fiscale. Et heureusement qu'il y a un groupe, celui de la droite républicaine présidé par Laurent Wauquiez, qui essaie d'amortir les chocs et surtout avec une vraie philosophie et un état d'esprit très clair, c'est non aux augmentations d'impôts. Nous sommes malheureusement minoritaires parce que vous aurez observé que même les députés du groupe Renaissance d'Emmanuel Macron votent les augmentations des impôts après avoir promis de les baisser. Vote par exemple la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de la discussion du PLFSS après avoir mis en place la réforme des retraites. Tout le monde perd sa boussole, c'est devenu n'importe quoi et donc il faut une balise, un repère qui est la droite républicaine avec un état d'esprit très clair, non à l'augmentation des impôts, on baisse les dépenses et on met fin à l'assistanat avec une allocation sociale unique qui doit être plafonnée à peu près 3/4 du SMIC
pour que le travail rapporte toujours mieux que l'assistanat. Le Sénat, qui a, on le sait, une majorité de droite, devrait détricoter méticuleusement les textes venant de l'Assemblée nationale, en effaçant effectivement les concessions faites aux socialistes, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. Vous dites c'est salutaire. Mais bien sûr que c'est salutaire, c'est surtout nécessaire. Et je sais gré au Sénat, effectivement, de mettre en place une politique très offensive face aux errements d'une grande partie de l'Assemblée nationale. Mais vous connaissez la procédure parlementaire comme moi. Le problème, c'est qu'après, on va avoir une commission mixte paritaire, c'est-à-dire des députés et les sénateurs. Qui, selon et vous, ensuite... sera conclusive ou pas? Ça se profile assez mal. Je ne le sais pas. En tout cas, ce que je sais et ce que je peux vous affirmer dès ce matin, c'est que nous devons refuser de voter ce budget dans sa version actuelle, car elle consiste à une augmentation d'impôts qui est insupportable, d'autant plus que, Madame Bouilleguet, si nous augmentions les impôts et qu'à ce moment-là, ça voudrait dire on baisse les dépenses, mais vous aurez remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois on augmente les impôts, et quand on augmente les impôts, à chaque fois on augmente les dépenses. Ça devient insupportable, donc stop à cette folie et cette hystérie fiscale. Sauf que le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget. C'est ce que martèle Sébastien Lecornu, il l'a encore redit hier. Il n'a pas raison quand même à un moment de se dire qu'il faut faire un compromis pour assurer la stabilité, ou vous dites non, le prix est définitivement trop cher? Je vous avais dit, on était pour le compromis, on a eu l'hystérie. Ce qui pèse surtout pour la France, ce n'est pas le principe d'avoir un budget, c'est même pas le principe d'avoir un gouvernement. On n'a pas eu de gouvernement pendant quelques semaines, honnêtement, on s'en est pas sorti trop mal. Ce qui pèse surtout sur la France, c'est de ne pas avoir de croissance, c'est de ne pas avoir une politique où on travaille plus. Parce que... Non, mais donc vous dites à la fin du fin, ça doit se terminer comment? Ordonnance, loi spéciale ou moi, je suis pas, ou pas de budget? Ça c'est votre boulot. Moi, je ne suis pas commentateur, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas devin, je ne suis pas monsieur ou madame Soleil. Moi, ce que je veux, c'est un budget parce qu'il y a une question de stabilité. Ce que je veux, c'est un budget de croissance. Et ce que je veux, c'est un budget qui protège les Français de cette hystérie fiscale à laquelle ça donne des groupes politiques. Les extrêmes, certes, mais aussi le groupe Renaissance d'Emmanuel Macron, c'est quand même un comble. Un dernier mot sur le congrès des maires de France qui s'ouvre aujourd'hui. C'est vrai que les municipales, c'est dans 4 mois. Juste une petite précision concernant Rachida Dati. Elle reste la candidate des Républicains à Paris, parce que j'avais compris qu'elle avait été suspendue de ses fonctions parce qu'elle était restée, enfin de son titre de républicain, parce qu'elle était restée au sein du gouvernement. C'est ce que Bruno Retailleau avait dit. Non, donc elle a l'étiquette. Elle reste notre candidate des Républicains. Personne ne conteste son envie ni son énergie. Et je crois que la droite peut emporter des municipalités, Paris bien sûr, mais aussi d'autres grandes communes comme Strasbourg, où il y a un candidat formidable, un jeune candidat Jean-Philippe Vetter, comme Lyon, avec l'union autour de Jean-Michel Aulas. Bref, la droite peut remporter des mairies et en conserver un grand nombre. Pourquoi? Parce qu'elle sait gérer, elle, contrairement à tous ceux qu'on vient de décrire, et parce qu'elle n'est pas idéologue. Et au fond, dans les communes, il ne faut pas faire preuve trop de partisanisme et d'idéologie. Il faut être pragmatique, bon gestionnaire, inventif et énergique. Si on a tout ça, je vous assure, on va remporter déjà beaucoup de communes. Un dernier mot sur ces maires qui déplorent moins de moyens, mais qui aussi expliquent que finalement le narcotrafic s'enracine aussi en zone rurale. Emmanuel Macron s'est saisi du dossier. Il fait une grande réunion ce matin avec notamment le ministre de l'Intérieur. C'est quoi la formule magique pour lutter contre ce fléau qui semble inarrêtable? Il n'y a pas de formule magique, mais les réunions ne suffiront pas. Il faut mettre les moyens et des moyens financiers majeurs. Et pour cela, il faut que l'État décide de se concentrer sur ses missions essentielles. Protéger les Français, par exemple, des narcotrafics. Éduquer, c'est-à-dire instruire nos gamins avec les savoirs fondamentaux. Et soigner, parce qu'aujourd'hui, le véritable scandale d'État, c'est la paupérisation de nos services publics les plus fondamentaux, alors que nous avons le taux de record des prélèvements obligatoires. Si l'État se concentre sur ses missions essentielles. Non, c'est une organisation d'État. L'État doit se concentrer sur ses missions essentielles et lâcher du lest sur tout le reste. Ça nous permettra, par exemple, de mettre le paquet sur la lutte contre les narcotrafics.